Merci mesdames, messieurs d'être avec nous pour débuter cet après-midi avec un invité de marque, une personnalité que je voudrais au nom de Pierre Gattaz, toutes les équipes du MEDEF remercier de sa présence. C'est un honneur pour nous d'accueillir le prix Nobel de la paix, présidente de l'UTICA. Je salue les membres du patronat tunisien qui nous font l'amitié d'être avec nous. Je demande d'accueillir Madame Bouchamaoui qui nous rejoint s'il vous plaît. Ouidet Bouchamaoui, merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Si vous me le permettez, je souhaiterais d'abord exprimer tout l'honneur qui est mes choix et tout le plaisir que je ressens d'être parmi vous aujourd'hui et d'intervenir dans cette session de l'Université d'été du MEDEF. Je voudrais aussi saisir ce moment pour remercier le président Gattaz de l'excellente opportunité qu'il vient de m'offrir pour partager avec vous ces moments forts de l'Université d'été. Je dois vous avouer que j'étais souvent curieuse de découvrir cet événement qui représente à mes yeux beaucoup plus qu'un forum de rencontres et qu'un cadre d'échange avant la rentrée. Mais ce que j'ai pu voir et apprécier dépasse de loin mes premières impressions. L'Université d'été du MEDEF est, à mon humble avis, beaucoup plus encore qu'une manifestation de réflexion et de mobilisation, c'est une véritable institution. Étant moi-même présidente d'une organisation patronale, je trouve que la formule mérite qu'on s'y attarde tant elle est porteuse d'idées et de projets dans un monde où le débat politique relègue de plus en plus les questions économiques de fond au second plan. Pourtant, le monde de l'entreprise bouge tous les jours, impacte, comme chacun le sait, le quotidien des hommes et des femmes pour ouvrir des perspectives immenses d'action publique aux acteurs politiques et institutionnels de tous bords. C'est là tout l'intérêt de cet événement qui se positionne chaque année comme une plateforme de débat d'idées, un vecteur de propositions et un vivier de pistes d'action pour les entreprises d'abord, mais aussi et surtout pour leur porte-voix auprès des pouvoirs publics et des instances internationales. Sur ce plan, le mouvement des entreprises de France, fidèle à sa vocation d'organisation proactive, remet sur le tapis à chaque édition de son université d'été des thématiques d'une actualité brûlante et d'un intérêt manifestement majeur pour les entreprises françaises, mais également pour leurs partenaires étrangers. Je voudrais ici rendre un hommage à toutes les équipes du MEDEF pour leur investissement dans la conception et la réalisation de cette œuvre merveilleuse qui fera des émules, j'en suis persuadée. Mesdames, Messieurs, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'UTICA, que j'ai l'honneur de présider depuis 2011, va fêter dans quelques mois son 70e anniversaire. Elle a été ainsi un témoin privilégié de l'histoire récente de la Tunisie, mais un acteur plutôt discret du paysage économique et social jusqu'en 2011. Ce n'est qu'avec la révolution du jasmin qu'elle est montée au créneau, comme la plupart des organisations et des institutions noyées pendant des décennies dans un système politique verrouillé. Il lui a fallu dès lors beaucoup d'énergie et d'efforts pour se repositionner dans un nouvel échiquier politique, économique et social effervescent où se confrontent des pressions et des sensibilités de toutes parts. Elle procéda ainsi par sa petite révolution en prenant d'abord ses distances par rapport aux forces politiques en place tout en affirmant son engagement dans le débat public. Longtemps taxée de club fermé, elle se lance dans un vaste chantier de mobilisation, d'élargissement de sa base et de renouvellement de ses structures par l'intégration des femmes, des jeunes et des acteurs économiques de toute taille, marginalisés et abandonnés pour leur compte des années durant. Cette campagne a été ponctuée dans la foulée par l'organisation d'un congrès national réunissant l'ensemble des représentants des branches professionnelles, des secteurs et des régions pour élire librement et démocratiquement un bureau exécutif national chargé de conduire les affaires de l'organisation pour un mandat de 5 ans.
Nous aurions souhaité, dès lors, nous atteler à nos missions basiques de représentation, de proposition et de promotion des secteurs, mais les choses n'ont malheureusement pas évolué dans les meilleures conditions. La transition politique connaît, en dépit des espoirs des élections de la fin 2011, un coup d'arrêt en raison des clivages et de tiraillements politiques, de pression sociale de toutes parts et d'erreurs manifestes de gouvernance. Un paysage pour le moins tendu et évenimé par 2 assassinats politiques, un faux débat public sur le modèle social et une régression de l'atmosphère sécuritaire. La menace de dérive, de dérapage et pour les plus pessimistes, de guerre civile était latente dans un pays qui, quelques mois plus tôt, suscitait par l'image de sa révolution pacifique l'admiration et la sympathie du monde entier. Face à cette impasse, il fallait réagir dans une ultime tentative pour rétablir la situation et offrir une perspective à une sortie de la crise politique qui s'installe. C'est ainsi que, sur une initiative spontanée de 4 organisations de la société civile fortes de leur histoire et soutenues par leur crédit auprès de l'opinion publique, naissait le processus du dialogue national qui aura permis à la Tunisie d'éviter le pire. Cette expérience inédite, menée entre autres par une organisation patronale et une organisation syndicale autour d'un même projet, a connu le succès que vous connaissez par une consécration du prix Nobel de la paix en 2015. J'ai fait le parallèle avec l'université d'été du MEDEF, juste pour dire que dans un monde où les crises politiques, économiques et sociales fusent de partout, les organisations d'employeurs que nous sommes ont désormais une responsabilité historique pour intervenir là où on les attend le moins. Aux politiques de saisir cette fabuleuse capacité d'indépendance, de souplesse, de créativité et de génie de la société civile pour sonder et explorer dans la cohérence les pistes de résolution de conflits, de sortie de crise et de développement durable. Mesdames, Messieurs, en Tunisie, où la transition politique et démocratique a certes connu des progrès notables, dans un environnement régional en effervescence, vient de voir se former un gouvernement d'union nationale qui a obtenu le vote de la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple il y a juste quelques jours. Le gouvernement de coalition issu des élections législatives de 2014 n'a pas pu redresser la situation économique malgré une amélioration sensible de la situation sécuritaire et d'énormes progrès dans la lutte contre le terrorisme. La classe politique, toute sensibilité confondue, semble enfin accorder à la question économique la priorité qu'elle mérite, dans un pays dont la croissance est tirée essentiellement par les exportations et les IDE. Au fait, et depuis 2011, dans nos contacts quasi quotidiens avec le gouvernement successif, nous n'avons eu de cesse de mettre en avant la réussite de la transition économique comme la clé de tout le processus. Beaucoup nous ont entendus, mais peu nous ont écoutés, malheureusement. Pour un diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs politiques et économiques, les solutions ne relèvent pourtant pas du miracle. Elles sont toutes à la portée si une volonté politique réelle, une vision consensuelle clairement définie et un projet fédérateur sont réunis. Cette alchimie ne s'est pas encore produite alors que tous les ingrédients sont là. Une jeunesse éduquée et avide de libérer ses énergies, une société civile éveillée et dynamique, un secteur privé aguerri à la compétition et à l'international, des institutions stabilisées et opérationnelles viennent compléter un large consensus politique autour du nouveau gouvernement. Il va falloir maintenant saisir cette mobilisation politique et ce soutien institutionnel et populaire pour remettre la Tunisie dans une dynamique de redressement et de relance économique. Au chômage des jeunes, au déséquilibre régional, à l'effritement de la classe moyenne, à la résistance désespérée de quelques proches du terrorisme et à la lutte contre la corruption et la contrebande, seule
la réponse économique a des chances d'aboutir. Pour remettre en scène l'image de la Tunisie comme un pays en mouvement de transition démocratique, mais aussi comme site de développement économique, cette dynamique se doit être confortée par le respect de l'application de la loi, la valorisation du travail et le consentement au sacrifice. Un vaste chantier que les Tunisiennes et les Tunisiens de tous bords doivent appréhender avec le sens du devoir, de la responsabilité et de l'engagement qu'on leur connaît. Des réformes, si douloureuses soient-elles, sont inévitables dans cette perspective de réinsertion de l'économie tunisienne dans son environnement régional, naturel et repositionnement international. L'investissement maître mot dans l'avenir immédiat ne saura s'accomplir sans une stabilité retrouvée, une sécurité renforcée et une visibilité durablement installée. Une responsabilité collective où chacun aura à apporter sa pierre à l'édifice et où le peuple tunisien doit d'abord compter sur ses propres moyens, sur les élites, mais aussi sur ses réseaux et ses nombreuses amitiés de par le monde. Il est en effet grand temps que les Tunisiennes et les Tunisiens se réconcilient avec leur pays en faisant prévaloir leurs valeurs ancestrales de tolérance, d'ouverture et de paix, avec la liberté et la démocratie naissante pour lesquelles ils ont payé un lourd tribut. Ils ont des raisons sérieuses de pouvoir dépasser cette épreuve et retrouver la douceur de vivre dans leur pays. J'ose espérer, avec les dernières évolutions dont je suis à la fois témoin et acteur, que la période d'incertitude, de doute et d'interrogation est bel et bien révolue. Nous traversons tous ici comme ailleurs une période difficile avec ce phénomène étrange, barbare et inhumain du terrorisme. Les souvenirs du Bardo, de Sousse, de Paris, de Bruxelles, de Nice et de bien d'autres lieux aux quatre coins de la planète sont là, présents en permanence pour nous rappeler que ce fléau désormais universel ne peut être éradiqué que dans une démarche de solidarité et de co-développement. Les solutions sécuritaires qui sont indispensables n'arrivent toujours pas à en finir avec cette menace persistante de la culture, de la sauvagerie et de la mort, avec parfois la genèse d'attitudes de rejet de l'autre, d'isolement et d'enfermement sur soi. C'est pourquoi faudrait-il aller plus loin et plus en profondeur dans le traitement de ces phénomènes dévastateurs en s'attaquant à ses origines et à ses racines. Rien au monde, rien dans les enseignements de toutes les religions et rien dans les valeurs universelles de l'humanité n'excuserait d'ôter la vie à des êtres innocents sous n'importe quel prétexte. L'islam, ma religion, sur laquelle s'est adossée toute ma culture, et celle de l'immense majorité de mes compatriotes bannis et dont des termes on ne peut plus explicites ces agissements. Condamner ces actes, d'où qu'ils viennent, c'est bien. S'y opposer à la manière la plus énergique qui soit, c'est encore mieux. Mais encore faut-il se les expliquer, les diagnostiquer pour apporter l'antidote qu'il faut. Bien sûr qu'il faudra plus de veille, plus de vigilance, plus de sécurité, mais faudra-t-il encore plus de mains tendues, plus d'échanges, plus de dialogue, plus de solidarité, plus de coopération et plus de développement. Les images de compassion spontanée de Saint-Étienne en réaction à l'ignoble assassinat du prêtre Jacques Hamel ont fait le tour du monde pour démontrer l'étendue du rejet des stigmatisations et des amalgames entre les religions divines et les usages malsains qu'on en fait. Un bel exemple d'humanisme et de paix dont nous devons tous nous en espérer. C'est qu'il faudra beaucoup plus d'actes que de paroles face à l'ignorance, à l'exclusion, au chômage, à la pauvreté, à la famine, à la dictature et à la guerre. Les terroirs du terrorisme sont là et c'est là où il faut agir. La Tunisie est, comme beaucoup d'entre vous le savent, un petit pays avec peu de ressources naturelles, mais qui a bâti toute sa réputation avec le savoir,
la culture et l'émancipation de la femme. Avec son accès aux libertés individuelles, aux droits de l'homme et à la démocratie, elle a prétendu à un moment de l'histoire renforcer cette résonance de pays ouverts, accueillants, tolérants et ancrés à la civilisation universelle et à l'économie mondiale. Son ambition n'a pas été épargnée par le terrorisme, elle a été frappée de plein fouet dans ce qu'elle a de plus précieux, son image. Dieu merci, elle a résisté et elle résiste encore grâce à la vigilance de sa société civile, à l'optimisme de ses jeunes, au combat de ses femmes et la ténacité de ses entreprises. Elle n'abandonne pas son projet d'édifier un État libre et démocratique, adossé à une société moderne et à une économie dynamique ancrée à l'économie mondiale. Elle ambitionne même de servir l'exemple à certains pays de la région embrassés par les conflits et la violence et traînés par le dogmatisme. L'entreprise n'est pas aisée et il va falloir que cet engagement irréversible de la Tunisie fasse écho auprès de tous les pays épris de liberté et de paix. Nos partenaires et nos amis ne nous ont jamais abandonnés et nous ne saurons jamais les remercier assez pour les gestes de sympathie, de soutien et d'accompagnement dans une démarche de partenariat limitée au sens strict des relations bilatérales classiques. Il faudra, à mon avis, que ce partenariat se replace dans le contexte géopolitique, régional et s'intègre dans une vision plus globale des relations euro-méditerranéennes et je dirais même nord-sud. C'est avec cette expérience tunisienne, c'est que cette expérience tunisienne pourrait, indépendamment de son originalité et de son exception, servir de référence, d'exemple et d'argumentaire à ceux qui, comme vous et moi, croyons dur comme fer que l'exercice démocratique n'est pas incompatible avec la pratique de la confession et encore moins avec le développement dans son sens le plus large. Je parcours le monde depuis quelque temps avec ce plaidoyer que je crois juste et fondé sur une appréciation objective sur ce qui se passe à l'autre rive de la Méditerranée et dont l'Europe en subit immédiatement les effets et les impacts. Mais il va falloir s'armer de beaucoup de patience, tant le processus est lent, complexe et difficile, en présence de risques certains de résistance. De l'avis de tous les observateurs, la Tunisie offre aujourd'hui une chance inouïe à ses dirigeants, à ses voisins et à ses partenaires pour une sortie du bout du tunnel. Avec un nouveau gouvernement adossé à un large soutien populaire, une accalmie qui s'installe progressivement, une prise de conscience quasi générale de la gravité du moment, la Tunisie avance timidement, certes, mais elle s'en sortira, j'en suis persuadée. Elle sait pertinemment que les années qui viennent vont être difficiles, mais elle n'a pas d'autre choix que de s'engager dans un vaste programme de réformes, douloureuses parfois, de mobiliser toutes ses énergies pour le développement économique et de réanimer ses réseaux là où il existe. Je suis certaine que les Français de tous bords, qui portent une affection particulière à cette Tunisie qui a marqué à un moment ou à un autre leur histoire personnelle, seront les premiers à répondre présent à son appel. Je vous invite tous d'ailleurs à venir à Tunis le 29 et 30 novembre prochain pour une conférence internationale sur le plan de développement de la Tunisie 2016-2020, pour une présentation des réformes économiques engagées, des grands projets structurants et des propositions concrètes de vos collègues du secteur privé. J'ai l'intime conviction que cet événement marquera une nouvelle étape dans l'histoire de mon pays. Soyez donc nombreux à être des acteurs dans le mouvement de la Tunisie, de ces pays que vous aimez et qui vous aiment aussi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à Madame Bouchamaoui. Merci infiniment. Le président Gattaz va venir vous remercier. Merci pour ce message d'espoir et d'entrepreneuriat. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame, d'avoir été des nôtres cet après-midi. On va poursuivre dans cette tente plénière avec Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, pour une conférence débat « On agace, mais on nous aime ». Et de l'autre côté,
Voilà, et que vous êtes membre aussi du Women in Africa Forum. Voilà. Ceci est dit. Merci, Madame Bouchamaoui.